Hello, c'est parti pour ce nouveau vlog lecture. Nous sommes le mardi 13 mai et j'ai fini Chienne de garde. Je ne pourrais pas dire si j'ai aimé ou pas, je trouve que c'est un livre qui est assez fort, impactant, par rapport à la condition la condition féminine au Mexique. J'en parlais dans le précédent vlog, il y a plein d'histoires. La première par d'une fausse couche voulue, donc provoquée. C'est mieux comme terme. On va avoir des féminicides, on va avoir, comment dire, des femmes qui s'habillent en homme pour pouvoir voler d'autres personnes. Il y a une histoire avec un travesti aussi. Moi, je trouvais ça assez puissant. Je ne pourrais pas dire vraiment si j'aime ou pas, vu que c'est... comment dire? Je pense que j'ai un peu de mal à trouver mes mots pour décrire cette lecture. Ce ne sont pas des histoires gays, donc c'est difficile de dire qu'on aime en fait. Voilà, je pense que ça va résumer mon opinion. C'est difficile de dire qu'on aime quand c'est une histoire où il n'y a pas vraiment d'espoir en fait. Chaque femme vit des choses qui sont tragiques, qui sont fortes, donc voilà. Je pense que c'est important de lire parce qu'il y a des choses qu'on peut aussi retrouver en France, même si à mon avis c'est beaucoup moins, peut-être beaucoup moins marqué. J'ai gardé un endroit où j'aimerais lire. Je pense pas que ça spoil parce qu'à chaque fois c'est des petites histoires différentes. Donc à un moment c'est une des protagonistes qui parle. J'étais sidérée, tu savais qu'au Mexique tous les jours 7 femmes sont assassinées. Bon déjà, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, hein, mais je trouve ça énorme quand en France c'est une femme tous les 2-3 jours. C'est fort. Après il faudrait rapporter aussi au nombre d'habitants. Et là, la personne parle par rapport à une de ses copines qui a disparu et qui a été retrouvée plusieurs jours plus tard. Voilà, elles étaient à une soirée et elle n'a pas voulu rentrer et sa copine si. Et en fait, il y a toute l'histoire sur oui, mais il faut attendre tant de temps avant de déclarer la disparition, blablabla. Mais où on ne prend pas en compte justement la disparition de cette personne. On va dire, bah, peut-être qu'elle est partie avec son copain, peut-être qu'elle a fugué, peut-être que, sauf qu'en attendant, bah, la personne était morte. Elle avait été assassinée, mise, il me semble, dans un sac poubelle et jetée dans la rivière. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais tout lire, pour le coup. C'est peut-être un peu long. On n'est jamais prêt pour la mort de quelqu'un qu'on aime, jamais. Mais ce n'était pas une mort, c'était un arrachement. Ce n'était pas une mort, c'était un vol. Ils t'ont brutalement arraché à moi. J'ai fondu en larmes. Je n'avais jamais pleuré comme ça. Je ne m'étais jamais sentie dans un état pareil. Un mélange de rage et de chagrin. Rien qu'à se souvenir, j'ai un nœud dans la gorge. C'était terrible. Je ne peux pas écrire là-dessus. C'était déchirant. Non identifié. Tu n'étais qu'un corps de plus au milieu de ce génocide. Un cadavre sans nom qui venait grossir les rangs de la mort couleur rose. Voilà. C'est un des passages. C'est dans la dernière histoire et je trouvais que c'était la plus poignante en fait. L'histoire d'amitié entre ces femmes. On y découvre aussi des jeunes enceintes à 13 ans. Voilà, c'est beaucoup d'histoires. Je ne peux que conseiller de le lire pour en apprendre un petit peu plus sur la condition féminine au Mexique. Voilà. J'allais dire sur une lecture peut-être plus joyeuse, mais en fait pas vraiment. Je suis en train de lire Puzzle de Franck Tillier. C'est Franck Tillier, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit plus réjouissant. Mais peut-être un peu moins désespérant. Vu que pour le coup, là, c'est un roman et ça ne montre pas la réalité des choses. Donc, je suis en train de lire celui-là. J'en suis à la page 71 sur 478. Ça va. Et ensuite, je lirai La rose de minuit de Lucinda Riley, qui est aussi un bon pavé. Et qui fait... Alors, attends, parce qu'en fait, ils mettent un passage des 7 sœurs. Donc, c'est pas l'histoire. Les remerciements, donc 668. Voilà. Et ensuite, je dirais, après Lucinda Riley, ce sera le livre de la bibliothèque. Puisque j'ai un mois pour le lire. Voilà, on se retrouve au prochain épisode.
Alors, nous voilà pour la suite du vlog avec 2 livres par rapport plus entrepreneuriat. J'ai nommé la 25e heure de Guillaume de Clercq-Baudine et Jérôme Dumont. Un livre dont j'en ai beaucoup entendu parler, qui se lit assez vite. Moi, je l'ai lu en quelques heures sur 2 jours. Alors, ils disent découvrez la règle des 3 grosses pierres. Je pense que beaucoup ont entendu parler justement de ça, où on prend un vase et on va mettre par exemple les grosses pierres en premier, les petits cailloux ensuite, et pour finir avec le sable pour combler tous les trous. Alors que si on mettait d'abord les gros cailloux, non, voilà, si on mettait d'abord le sable, en fait il prendrait déjà beaucoup de place. Ensuite les petits cailloux et ensuite les grosses pierres. Les grosses pierres prendraient déborderaient en fait du vase et on ne les fera plus. Alors que si on commence par les grosses pierres, donc les grosses tâches, on va dire, on va pouvoir ensuite intercaler les petits cailloux et le sable va s'immiscer dans les petits interstices. Dire non à 9 sollicitations sur 10, diviser le temps par 2, passer à traiter ses emails. La technique des 2 pizzas, ça c'est pour les réunions. Je crois que c'est celui d'Amazon qui met ça en place. Comme quoi, quand tu fais des réunions, il faut prévoir 2 pizzas. 2 pizzas, ça fait 6 personnes, donc une réunion doit être pour 6 personnes, doit durer 30 minutes. Accepter 0 retard. Je suis pas sûre que c'était la même personne, ça pour le coup. 0 retard, un seul écran, 2 pizzas. Et je crois que c'est tout. Le système de la boussole, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'était. Il y a des bonnes idées. Après, c'est vraiment orienté plus entrepreneuriat ou travail d'équipe. Moi, étant toute seule, il y a des choses, je vais les reprendre mais pas grand chose. Je vais pas prendre grand chose. Le truc du. Voilà, je tombe dessus. Si on avait mis le sable, il aurait pris une partie, les petits cailloux, et ensuite les grosses pierres, elles débordent, donc on peut pas s'en occuper parce qu'on n'a plus le temps. Alors que si on commence par les grosses tâches, on prend ce temps-là, effectivement, ça va peut-être prendre 2 heures, mais après on a le reste du temps pour les tâches moins importantes. Les petits cailloux, et ensuite le sable qui va donc s'immiscer dans les interstices. Tiens, le système de la boussole, que j'ai oublié, et qui est repris par rapport au livre de Stephen Covey, qui est Les 7 habitudes des gens qui réussissent, si je ne me trompe pas, que j'ai lu aussi, il y a quelques temps, que j'ai toujours dans ma bibliothèque, parce que je l'ai gardé, parce que je sais que je vais le relire. Celui-là, je l'ai lu, je l'ai mis en vente, il est déjà vendu, donc je fais la chronique maintenant pour pouvoir l'envoyer. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre mon lien Vinted en description, parce que les livres que je lis, quand ils ne viennent pas de la bibliothèque, qu'ils ne viennent pas d'une boîte à livres, je les remets en vente. Voilà, petit aparté. Par rapport aux emails, ils sont sur l'inbox 0. Alors là, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Quand on veuille une boîte email à 0, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que là, ils disent, une fois que vous avez répondu, vous l'archivez. Mais en fait, ça règle pas la question. Si tu as répondu OK, mais tu as juste déplacé ton mail ailleurs, ta boîte mail, effectivement, de réception va être à 0, mais les mails sont ailleurs. Voilà. Moi, ça me pose question. Sachant que tout ce qui est email, etc., prend un impact carbone assez important. J'ai envie de dire, s'il n'y a rien d'important dans ce mail, vire-le. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, alors c'est divisé en plusieurs chapitres. Logique, on me dira. Mais en fait, tu as le chapitre 1 sur s'organiser, donc dire non, faire la to-do list. La règle de 2 minutes, oui, ça prend que 2 minutes, fais-le tout de suite. Déléguer, moi je suis toute seule, donc déléguer, je vois pas trop. Prioriser, je fais en fonction de ce que j'ai. Il y a pas mal de choses comme ça. 2, se concentrer, donc chasser les pensées parasites, ça va être quand tu travailles, en fait, mets ton téléphone sur silencieux ou bloque les notifications. Moi, en fait, mes notifications sont déjà bloquées sur mon téléphone, donc si je veux voir un mail, il faut que j'aille sur ma boîte mail. J'ai pas la notification, vous avez un nouveau mail. Pareil pour Facebook, pour Instagram. J'ai gardé seulement pour les messages, les appels bien sûr, les messages et les WhatsApp et Messenger pour les messages. Pensez aux communications asynchrones, effectivement, alors eux ils parlent de téléphone, que c'est pas forcément nécessaire de téléphoner aux gens, sauf si on a vraiment une information capitale à donner. Envoyer des mails, justement. Impact carbone, bof. Bref, je suis pas d'accord avec tout ce qui est marqué dedans. Et le chapitre 3, c'est sur accélérer, donc mettez en place les bonnes conditions de départ, automatiser les actions répétitives, accélérer les tâches du quotidien et la règle du 20-80. Voilà.
pour moi, c'est pas la lecture indispensable en fait. Donc je passe. Et je vais l'emballer et l'envoyer. Celui que j'avais déjà commencé et que j'ai fini justement ce week-end aussi, je filme, on est le mercredi 21 mai. C'est Solopreneur de Tony Neves. Tony Neves, je le suis sur Instagram et sur YouTube. C'est un livre très très intéressant parce que justement il donne des pistes pour trouver une idée de business rentable, sur comment développer une communauté engagée sur les réseaux sociaux, sur la première offre pour qu'elle soit rentable avec donc, du marketing, etc. Faire croître l'activité afin de générer plus de revenus, des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais pour moi ça s'adresse surtout aux personnes qui vendent comment ça s'appelle, des produits digitaux, des formations digitales. Moi je suis en prestation de service du digital, j'en fais très très peu en fait. Alors mon défaut c'est que j'ai créé un e-book normalement que vous pouvez trouver en description aussi sur la parentalité positive entre guillemets, j'aime pas trop ce terme. Mais pour moi c'est une parentalité respectueuse, c'est différent. Et effectivement j'en parle pas assez. Donc oui, je pourrais générer des revenus faciles avec des revenus dits passifs, parce que le produit est créé, il est sur mon site, les gens n'ont plus qu'à cliquer et ils l'auront et moi je gagne de l'argent dessus. Voilà. Actuellement effectivement j'en parle pas assez parce que c'est pas vraiment mon fonds de commerce en fait. Moi je suis vraiment dans la prestation de service avec mes ateliers de portage, avec les ateliers de massage bébé et pratique de massage bien-être. Et après ce qu'il dit effectivement c'est qu'on pourrait créer des produits autour. J'ai pas forcément l'envie. Oui, ce serait possible, mais après, est-ce que moi c'est mon envie, etc. Voilà. Donc ça pourrait être par exemple, comme je suis praticienne de massage bien-être, peut-être créer, je sais pas, une vidéo sur comment se masser soi-même les bras pour, je sais pas moi, pour les alléger ou les jambes lourdes, des choses comme ça. Effectivement, voilà, ça pourrait servir pour ça et en ça, ce serait intéressant. Après, il dit plein de choses qui sont valables aussi pour la prestation de service, hein, sur justement la communauté engagée, des choses comme ça. Donc celui-là, je le recommanderais plus que celui-là. On n'est pas du tout sur la même chose, d'accord, mais je trouve que c'est beaucoup plus complet là-dessus. L'autre, c'est plus de l'organisation, et comme je dis, c'est plus quand on a une équipe aussi déléguée, voilà comment tu vas faire. Tu vas créer un process, ça va prendre du temps peut-être la première fois ou les 2 premières fois. Mais après, le process est créé, et les personnes qui vont arriver auront ce process et n'auront plus qu'à suivre. Donc voilà. Moi, je suis pas dans une équipe, donc il y a des choses, ça m'intéresse pas plus. Il est intéressant, mais sans plus pour moi, c'est pas le livre essentiel. Celui-là va être très très intéressant pour toutes les personnes qui veulent créer du digital, des produits digitaux, où une fois que c'est créé, on n'a plus grand chose à faire en fait, à part d'en parler de temps en temps pour continuer les ventes. Voilà, j'ai fait court pour une fois, mais c'était mes 2 lectures du week-end. Et je vais retourner avec Puzzle de Tillier, qui ne m'inspire pas plus que ça. Pourtant on me l'a recommandé, mais j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est vraiment un trait plus psychologique, où en fait on va découvrir que le type il a un petit souci et qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Vu que ça commence dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Mais du coup je me méfie de cette histoire parce que j'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry, où c'est psychologique et où je me suis fait avoir complètement. Et je pense que ça joue. Voilà. Donc ce sera peut-être la prochaine lecture dont je parlerai avant la clôture de ce vlog. Alors je viens pour clôturer ce vlog parce que malheureusement, pardon, je n'ai pas beaucoup avancé sur la lecture de Puzzle que j'ai mis, je ne sais où, que j'ai mis là. Ouais, en une semaine, j'ai lu que ça. Alors, semaine chargée, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai toujours un petit peu de mal d'ailleurs. Je ne sais plus si j'avais parlé de l'histoire. C'est donc Ilan, c'est le protagoniste principal de l'histoire, c'est celui qu'on va suivre le plus. Et Chloé, qui est son ex-petite amie, ce sont des spécialistes des chasses au trésor. Et ils ont longtemps voulu jouer à un jeu qui s'appelle Paranoia. Et on arrive à un moment de la vie de Ilan où il est célibataire, il a des problèmes de sommeil, il travaille dans une station-service de nuit. Et donc un ex-petite amie, Chloé, revient dans sa vie et lui explique qu'elle a trouvé comment jouer à ce fameux jeu Paranoia qui se joue a priori dans le monde entier, qui est un jeu très très secret, très très sélectif. Du coup, ils ont réussi et ils vont être sélectionnés pour participer à ce jeu.
Donc j'en suis à la moitié quand enfin ils sont dans le jeu. Ils ont donc une première règle qui est quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Alors c'est un principe un peu particulier parce que, comment dire? Le jeu inclut des choses qui sont très, très réalistes. Par exemple, à un moment, alors ça apparaît bien plus tôt dans l'histoire, hein. Ilan pardon, va suivre une piste, il va se retrouver dans l'appartement d'une femme qu'il va retrouver morte avec un tournevis qu'il a utilisé avant justement dans des tests pour ce fameux jeu Paranoia. Il va donc s'enfuir et en fait c'était faux. Voilà, c'est quand même un jeu qui va assez loin, assez très, très loin, oui, mais c'est très, très français. Assez loin, dans la sélection, on va dire. La deuxième règle, c'est l'un d'entre vous va mourir. Voilà. Donc ils disent, et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. On est à la moitié de l'histoire, il n'y a pas encore de mort. Voilà, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai du mal, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps de mise en route de l'histoire, en fait, et ça m'a gonflé, en fait, parce que j'ai pas trouvé ça réaliste. Euh, J'attends de savoir, parce que je veux quand même savoir ce qui va se passer et comment ça va finir, mais parce qu'on suit pas que Ilan, on suit un certain Lucas, je sais plus. Et on sent qu'il y a un lien entre les deux. Voilà, donc j'en suis que là en une semaine, c'est pour dire, parce que moi qui suis à un livre par semaine, voilà. Et je suis partie faire un petit tour chez Leclerc Occasion. Alors je suis désolée, j'arrive pas à savoir où je dois regarder, j'ai mis mon téléphone dans l'autre sens et j'ai du mal à regarder de ce côté-là, d'habitude je regarde de l'autre côté. Donc ne m'en veuillez pas si je ne vous regarde pas, si je ne suis pas vraiment face à vous. Donc petit tour à Leclerc Occasion, disais-je, où j'ai pris Les Enfants du Blizzard, j'en avais entendu parler, à 2,99 € pour un Albin Michel en très très bon état. Je me demande même s'il a été ouvert parce qu'on voit absolument aucune trace nulle part. J'en avais entendu parler, donc c'est l'histoire en fait d'enfants qui sont à l'école et en fait il y a eu un blizzard, c'est dans le titre en fait, qui les empêche de rentrer correctement chez eux, mais en même temps s'ils restent en classe avec leur maîtresse, ils risquent de mourir de froid parce qu'il n'y a pas assez de bois pour chauffer la salle vu qu'on est en 1888. Voilà, alors je l'ai pris. Je ne vais pas le lire de suite, je le sais, parce que je me doute qu'il va y avoir des choix qui vont être faits qui vont être difficiles. Étant maman, je pense que je vais comment dire? Ah, zut! M'identifier un petit peu aux éventuels parents, parce que je ne sais pas si on va suivre par rapport aux parents ou pas, ou si on suit vraiment que par rapport aux enfants et aux deux institutrices. Enfin, institutrices, elles ont 16 et 17 ans. Donc j'attends de connaître un petit peu plus l'histoire. Mais voilà, je me doute qu'il va y avoir des choses qui vont me prendre. Et étant hypersensible, je pleure assez facilement dans les histoires. Donc je sais que je ne vais pas le lire tout de suite. Mais j'étais partie sur le Blizzard. J'ai aussi pris Blizzard de Marie Vintra, que je n'ai jamais lu. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Du coup, je l'ai pris. Et là, on est en Alaska. L'autre, on était dans le Dakota. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors où la destinée de chacun face aux éléments se dévoile. Voilà. Donc je me doute aussi que ça va pas être très, très facile à lire pour moi. Et celui-là était aussi à 2,99 €. Je ne me suis pas ruinée. Et le dernier à 2,99 € également. Les ravissantes de Romain Puertolas, dont j'ai entendu parler aussi chez Il est bien ce livre. Et là pour le coup, c'est très américain mes lectures là pour le coup, en Arizona en 76. Que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur en Arizona? C'est la question à laquelle tente de répondre le journaliste Nell Sheehan, désolé si c'est pas une prononciation, confronté à une énigme qui divise la population, la disparition sans mobile apparent de plusieurs adolescents, tandis que le shérif
Liam Golden met tout en œuvre pour résoudre l'affaire. Les mères des disparus accusent une communauté de marginaux qui s'est installée 1 an plus tôt dans les parages. Et pendant ce temps, d'étranges lumières apparaissent les nuits sans lune et la tension continue de monter entre les deux camps. Voilà. Ayant aussi des adolescents. Voilà, ça va être très très gai tout ça. Ils vont pas être lus tout de suite. Je les ai pris vraiment parce qu'ils n'étaient pas chers et que, comme j'en avais entendu parler en bien, je me suis dit allons-y. J'ose espérer le finir dans la semaine. Je filme, on est samedi 24 mai. Autant dire que là, l'heure qu'il est déjà 14h passée. Ce soir, on a le gala de patinage artistique de ma fille, donc je ne vais pas lire. Demain, nous fêtons l'anniversaire d'un de mes enfants, donc il y a la famille, donc je ne vais pas lire. Ou peut-être quand tout le monde va partir, je serai peut-être en capacité de lire. Jeudi, c'est férié. Vendredi, mes enfants n'ont pas école. A priori, moi, je travaille par contre, donc je serai toute seule à me lever à 5h du matin. J'ai bon espoir de finir la semaine prochaine. Voilà. Après, les chapitres sont courts, donc ça peut peut-être le faire, parce que j'ai quand même lu, je dirais, un quart entre hier et, pas jeudi, j'ai travaillé, et mercredi. Je dirais mercredi, vendredi. Rythme de lecture ralenti. Donc, j'ose espérer pouvoir faire la chronique. Bah, je ferai la chronique dans une prochaine vidéo, mais je ne pense pas qu'il y aura de vidéo là-dessus la semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo livresque la semaine prochaine. Parce qu'a priori, il n'y aurait que ce livre-là. Donc, on verra. Là, on est samedi. D'habitude, je monte ma vidéo le vendredi pour la poster le samedi. J'avoue que j'ai pas pris le temps de faire. La question est pour vous, du coup, de me dire si vous préférez les vidéos le samedi ou le dimanche. Surtout avec les beaux jours qui arrivent. Voilà, c'est ma petite question philosophique existentielle du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si vous le voulez, mais surtout à mettre des commentaires pour savoir s'il y a des lectures que je vous ai présentées qui vous ont intéressé, qui vous intéressent, et celles qui, puis me dire ce que vous en pensez, et si vous avez des recommandations à me faire, parce que voilà, je m'intéresse toujours aux recommandations. Belle journée!